Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Assure, j'espère que vous allez bien. Salut Big Rusty, toi aussi ça a l'air d'aller. On va parler des chiffres du pay-per-view de l'UFC 274, ils sont tombés 400 000 pay-per-view, oui, c'est bien plus intéressant que vous ne le pensez. Et on va voir pourquoi avec Big Rusty, parce que le game va peut-être changer avec tout ça, mais en tout cas c'est très très intéressant pour la suite de la catégorie lightweight, pour l'UFC dans sa globalité, puis surtout ça va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que Conor reste le maître du jeu malgré son absence et le fait qu'il soit tout juste de retour au sparring. Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Oui, ça y est, les chiffres sont tombés. 400 000 ventes de pay-per-view aux États-Unis pour l'UFC 274 selon le Street Business Review, Street Business Journal. En tout cas, c'est les chiffres qui ont été laissés fuiter par l'UFC. Ce qu'il faut bien comprendre avec ça, c'est quand l'UFC laisse fuiter des chiffres, il laisse fuiter uniquement les chiffres qui sont particulièrement éloquents et qui montrent que l'UFC fonctionne bien. C'est la première fois de l'année que les chiffres fuitent et selon le média, c'est la plus grosse performance de l'année en termes de pay-per-view de l'UFC. Donc oui, l'UFC 274, Charles Oliveira, Justin Gaethje avec 400 000 ventes de pay-per-view, ce qui n'est pas grand-chose pour l'UFC, fait mieux qu'Israel Adesanya Whittaker 2, Cyril Gane, Francis Ngannou, ou encore, et c'est surtout ça le plus important à mon sens, Masvidal, Colby Covington. Big Rusty, c'est impressionnant. Enfin, rendez-vous compte que Charles Oliveira, il ne parle même pas anglais, on en parle assez souvent, mais c'est énorme ça. En fait, moi, c'est même au point où, parce que là, on en a parlé littéralement il y a quelques minutes, en fait, avant de se lancer dans le podcast, ça me paraît même presque trop bizarre, en fait. Parce que là, je suis en train de me dire, comment c'est possible que ça fasse moins que Israel Adesanya Whittaker, ou surtout que Colby Covington versus Masvidal. En fait, pour moi, ça n'a aucun sens, en fait. Du coup, et même, je suis en train de me dire, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, mais si l'UFC donc a volontairement laissé accidentellement fuiter les chiffres, et donc qu'ils ont aussi laissé fuiter le fait que c'était le meilleur pay-per-view de l'année, parce que j'imagine que c'est d'eux que vient l'info aussi. Enfin, je vois mal un journal qui a l'air d'être un journal sérieux dire ça sans avoir de sources fiables. Mais ça me paraît tellement fou qu'ils aient fait moins que 400 000 tous les combats qu'on a cités. Moi, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que tu vois, Francis contre Cyril, c'est un combat qui était énorme pour nous en France. Oui, ça m'étonne pas forcément. Voilà. Israel Adesanya Whittaker, on était très étonnés, mais les gens s'en battaient relativement les couilles. Globalement, c'était une revanche. Mais non, mais je veux dire, il y avait absolument aucune traction autour de cet événement-là. C'est vrai. Ensuite, Colby Covington, Masvidal, on en a parlé aussi, mais c'est vrai que ça faisait un petit peu forcé par rapport à tout ce qu'il y avait, et surtout, Masvidal, il y a le fait qu'il soit pris un KO, Kamaru Usman, le fait qu'il ait battu aussi Colby Covington, et c'est vrai qu'il y avait pas trop de traction autour de cet événement-là, et puis surtout, on avait l'impression qu'il y avait que ce combat-là qui allait vendre l'événement. Ensuite, il y a eu Khamzat Chimaev et Gilbert Burns qui était le combat le plus attendu d'un main event où c'était Volkanovski contre Korean Zombie, donc là aussi compliqué. On avait vu les chiffres et c'est vrai que celui qui écrasait tout, c'était ce combat qui était coco main event de la soirée, donc forcément moi aussi je pense que les mauvaises performances de cet événement là sont dues au fait que le main event n'était pas le plus vendeur, puisque Volkanovski malheureusement aujourd'hui c'est pas une superstar, et qu'il n'y avait pas non plus la trilogie avec Max Holloway. Et puis là, le dernier qu'on a eu, c'était carré parce qu'il y avait un main event qui était attendu, où il y avait du suspense. On savait, en tout cas, je pense que ça ne s'adressait qu'aux fans de MMA, mais c'était un combat où tu savais que si tu regardais ce combat-là, t'allais en avoir pour tes $70 de pay-per-view, et t'avais aussi le retour de Tony Ferguson, qui, à mon sens, tu vois, intéressait particulièrement les gens. Donc, je pense que tu vois, et puis, retour de Tony Ferguson, contre Michael Chandler, qui est quand même un gros client et qui est bien connu des fans. Donc je pense que tu vois, c'est ce qui fait que cet événement-là est celui qui était, en tout cas,
en termes de cartes le plus complet. T'avais un main event qui était cohérent et qui intéressait les gens. Et puis en plus, t'avais le petit bonus toujours, tu vois, avec Rose Namajunas contre Carla Esparza. Rose Namajunas, à mon sens, je sais pas ce que t'en penses, pour moi, c'est la plus bankable des combattantes féminines à l'heure actuelle à l'UFC. Donc j'explique ça comme ça. Pour le reste, c'est, moi, je trouve assez alarmant pour l'UFC quand même. Parce que ça veut dire qu'ils arrivent pas à renouveler, enfin, pas forcément à renouveler, mais qu'en tout cas, là, malgré ce qu'on disait sur Israël Adesanya, il y avait des bonnes performances avant, mais je mets vraiment ça, moi, sur le compte du... il n'y avait pas d'autre sport que l'UFC en période Covid. Là, il faut dire aussi, et c'est important de le préciser, c'est que l'UFC, ils ont fait 400 000 pay-per-view vendus en concurrence directe avec le combat de Canelo Alvarez, qui était lui aussi en pay-per-view. Mais plus globalement, c'était surtout pour dire que l'UFC aujourd'hui, il y a une petite crise sur réussir à trouver une autre vache à lait après Conor McGregor et John Jones, qui restent quand même les deux mecs qui te garantissent les 700 000 à chaque événement, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que c'est ça qui, moi, qui est une des leçons qui est la plus intéressante, je trouve, c'est que effectivement, donc, on avait dit il y a quelques mois, et en particulier avec les chiffres incroyables qu'avait fait Masvidal contre Ousmane en faisant 1 300 000, et comme il avait fait des bons chiffres après ensuite, on s'était dit, bon, bah, ça veut dire que donc avec rien que, ils n'ont pas besoin d'adversaires nécessairement incroyables, rien que Masvidal et Adesanya, c'est des gars qui vont vendre quasiment assurément entre 500 000 et 700 000 pay-per-view simplement par la valeur de leur nom et par le fait que les gens savent ce qu'ils vont avoir quand ils ont un combat de ces deux-là. Et ben en fait, force est de constater que ben non, c'est-à-dire que ça dépend donc aussi de là où ils en sont dans leur carrière, ça dépend aussi de parce que Adesanya, je pense qu'il y a peut-être aussi le côté que comme ça devient un petit peu moins spectaculaire et qu'ils commencent à gérer un peu plus, et ben forcément du coup les gens se relâchent un peu plus sur le bif à lâcher quand c'est le soir du combat. Et c'est vraiment intéressant. Il y a pas mal de parties mouvantes parce que on pourrait faire l'argument que Georges Saint-Pierre c'était pareil, tu vois. Mais il y a Georges Saint-Pierre, il y avait le côté Canada, il y avait le côté, il représente vraiment tout un pays. Et c'est fou de se dire que effectivement, pour Masvidal, il y a le fait que ses résultats baissent aussi. C'est vraiment intéressant de voir que les stars ultra stars en pay-per-view qu'il y a eu dans l'histoire de l'UFC, ben, et qui ont duré, quoi, parce que ce soit Ronda Rousey, que ce soit Conor, que ce soit Brock Lesnar, que ce soit Georges Saint-Pierre, encore que Brock Lesnar c'était assez court, mais ben, en fait, il faut vraiment qu'il y ait énormément de choses en même temps. Ouais, j'adore faire ça, ça donne vraiment un côté smart, avec tes lunettes en plus. Mais en fait, Conor, quels que soient les résultats qu'il fait, tu vois, il pourrait ne même pas combattre pour un titre, il pourrait, de toute façon, il va exploser tout en pay-per-view. Il peut combattre Donald Cerrone ou il peut combattre Dustin Poirier pour un combat qui n'a pas d'enjeu pour le titre, il va tout exploser parce qu'il a vraiment tout en même temps. Il a bon, c'est l'Irlande, c'est un facteur quand même, il représente vraiment tout un pays. 2, le charisme et le trash talk. 3, les performances dans la cage, parce que même si on dit qu'il est sur la pente descendante, une chose est sûre, c'est un peu comme Chandler depuis qu'il est à l'UFC, tu vas en avoir pour ton argent quand tu regardes Conor, parce qu'il va toujours se passer un truc. Et il y a forcément aussi d'autres petits facteurs auxquels je pense pas, mais finalement, ça, rassembler déjà tous ces trucs-là, une énorme fanbase, du charisme et la capacité à vendre, à être un bon vendeur, un bon communicant, et les performances dans la cage, ben en fait, que ce soit Adesanya ou Masvidal, ben c'est vrai que là, il commence à perdre un de ces facteurs-là. Et même pour Adesanya, je suis même pas sûr que le côté Océanie ou que le côté Nigeria vendent particulièrement, que ce soit l'un ou l'autre. Donc, on arrive à une situation qui est vraiment intéressante où les stars qu'on pensait être des stars, quoi qu'il arrive, qui peuvent vendre un certain nombre de pay-per-view, et ben en fait, sur la durée, et s'il n'y a pas de choses qui font qu'il y a un événement particulier ou un enjeu particulier, ben en fait, ils ne vendent plus autant. Et c'est effectivement, et on va y venir, mais c'est ce qui est fascinant, mais c'est que donc là, Conor, ça reste le boss dont l'UFC a besoin, dont ESPN probablement va gratter à la porte de l'UFC le soir en disant mais Conor, quand même, on le met demain. Conor, quand même, on l'utilise quand même. Parce que même s'ils ont
Et je finirai là-dessus, mais même si l'UFC, on l'a répété pas mal de fois, mais tu sais, le deal ESPN, ils ont tout un tas de deals qui font que de toute manière, ils ont des revenus passifs, quoi qu'il arrive. Eux, ils sont bien, mais ça n'empêche pas que les contrats, ça se termine, et donc il faut que ça se renouvelle à un moment donné, et que s'ils ne remplissent pas une partie du contrat d'une manière où ça, comment dire, où ESPN sera ravi de ce qui se passe, bah, ça peut être un problème. Donc ESPN va commencer à demander un petit peu à augmenter ou à faire des résultats ou qu'est-ce qui se passe. Et là, ça peut commencer à devenir du poil à gratter pour l'UFC, quoi, pour le futur. Complètement Big Rusty, parce que rendez-vous compte quand même, là, donc on a 400 000 qui est la plus grosse performance de l'année. McGregor, lors de son dernier combat face à Dustin Poirier, il a fait 1 800 000. Donc Conor McGregor pèse 4,5 fois plus gros que le combat là. Donc, pour vous rendre compte, c'est pour le même coût d'organisation d'un événement, l'UFC là, ils ont généré avec Conor McGregor le chiffre d'affaires qui est équivalent à plus de 4 mois de pay-per-view, ce qui est énorme. McGregor, l'équivalent de tout ce qui s'est passé précédemment dans l'année. Enfin, c'est quand même dingue. Et c'est pour ça que vous imaginez bien tous les passe-droits qu'a Conor McGregor, parce que pour l'UFC, c'est extrêmement rentable de faire combattre Conor McGregor. Je voulais ajouter aussi un truc, c'est là aussi, à mon sens, l'UFC aujourd'hui, ils sont dans une situation où moi je trouve que c'est bien pour le sport, mais c'est vrai que pour eux, financièrement, et puis en termes d'excitation globale, et c'est ce qui explique selon moi en fait les faibles performances, c'est qu'on est rentré dans une sorte de normalité en termes de combat. Israël Adesanya, pour moi, il reste une star. Kamaru Usman, ça reste une star. Tous ces mecs-là, il y en a pas énormément, mais tu vois, c'est quand même un certain standard. Mais par rapport aux bonnes performances d'Adesanya, qui s'expliquait par le fait que l'UFC était la seule organisation qui roulait pendant le Covid, il y a aussi le fait qu'il y avait des combats excitants pour lui. Contre Jan Blachowicz, il tente d'avoir le statut de Cem contre Paulo Costa, une grosse rivalité entre les deux, ils se pourrissent, il se passe vraiment quelque chose. Après, malheureusement pour Adesanya, t'as eu Marvin Vettori que les gens connaissent pas forcément, t'as eu Whittaker où certes pour nous c'était hyper intéressant, mais Whittaker, on le sait bien, au micro, c'est pas le mec le plus passionnant de l'histoire, et puis de toute façon, même lui aime pas trop ça. Et ensuite là, et je pense qu'en juillet ça va être pareil, ça va pas trop performer, c'est Jared Cannonier. Tu vois, il a pas non plus cette chance-là, et pareil, cette chance-là, en tout cas la possibilité, tu vois, d'avoir un adversaire qui va lui rendre l'appareil et faire en sorte que les fans soient particulièrement épais. Je pense qu'Adesanya, s'il retente sa chance en light heavyweight, s'il y a le combat contre Khamzat Chimaev, s'il y a des, tu vois, il a juste besoin qu'il y ait un mec qui lui permette de briller un petit peu plus pour que ce soit intéressant, et pour l'instant, il n'y a pas forcément ça. Et pour les autres challengers aussi, pour les lourds, ok, il y avait Francis contre Cyril, qui était un combat passionnant stylistiquement, et puis pour nous en France, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Cyril, il vient d'apparaître aux États-Unis, c'est pas encore une superstar. Mais il y a aussi cette possibilité, je pense que là aussi on va avoir des résultats différents quand il y aura Jon Jones, Stipe Miocic, Jon Jones contre Francis Ngannou potentiellement. À mon avis, là aussi, les résultats vont être un petit peu rehaussés. C'est juste que là, on est dans une période pour l'UFC où ils sont obligés de faire des combats qui sont normaux finalement entre le champion et le challenger. Pareil, en juin prochain, l'UFC 275, Glover Teixeira contre Jiri Prochazka, ça va être terrible. Ça va être, en termes de pay-per-view, on a envie de le voir, mais en termes de pay-per-view, ça va être terrible de chez terrible, parce que Glover, il est là depuis belle lurette, mais les gens se souviennent surtout de ses highlights quand il s'est fait rouler dessus par Gustafsson et Jon Jones, que ses belles performances. Jiri Prochazka, extrêmement spectaculaire, mais c'est ancien champion du Rising, seulement 2 combats à l'UFC, donc un peu difficile, tu vois, aussi de capitaliser là-dessus pour l'organisation, et surtout, et je termine là-dessus, c'est 2 mecs qui ne sont pas américains, et là aussi c'est compliqué pour l'UFC. Ouais, c'est ça, mais du coup, quid de la future star, quoi. Faudra voir si Khamzat Chimaev peut endosser ce rôle-là, faudra voir s'il arrive à vendre. Il a potentiellement, il a un potentiel, hein, c'est sûr, mais à part ça, c'est vrai que là, on ne voit même pas, tu me dis si tu as une idée, mais on ne voit même pas, pour l'instant en tout cas, qui pourrait remplir ce rôle, même là, dans le futur, en fait. Personnellement. Paddy Pimblett, ouais. Il faudrait qu'il y ait les résultats qui aillent avec, il faudrait au moins qu'il aille accrocher un titre pas un titre, mais un title shot, ou qu'il y ait des incidences. Donc, pour l'instant, je le vois pas faire des énormes. Il pourra pas headliner des pay-per-view, je pense. Non, mais pour moi, en gros, ce que je pense, c'est que là, de toute façon, la l'UFC, clairement, je pense que cette année va être terrible pour eux, parce que même au retour de Kamaru Usman, ce sera Leon Edwards, donc ça va être terrible. Ouais. Mais je pense que c'est pas des stars du futur, parce que Kamaru Usman vient de fêter ses 35 ans. Adesanya, tu vois, il en a 33.
Francis Ngannou, il a 36 ans. Donc ce ne sont pas des stars, mais je pense que ces trois-là, ils sont à chaque fois à un combat que ça devienne vraiment très très intéressant pour eux et pour l'UFC. Parce que Kamaru Usman, là, il doit battre Leon Edwards. S'il bat Leon Edwards ensuite, bah, il y a le combat potentiel contre Khamzat Chimaev. Il y a peut-être une montée si Adesanya vient à monter. Enfin, il y a le combat éventuel contre Canelo Alvarez. Tu vois, il y a pas mal de trucs qui peuvent être intéressants pour lui. Et qui vont faire, à mon avis, des résultats en termes de pay-per-view, parce qu'en plus, aujourd'hui, les gens savent que quand tu regardes un combat de Kamaru Usman, ça va être intéressant par rapport à ce qui se passait avant. Israël Adesanya, là, il y a le combat contre Jared Cannonier. Une fois qu'il y a ce combat-là qui est plié, il y a plusieurs options qui sont aussi intéressantes pour lui, que ce soit une montée, puisqu'il a dit qu'il voulait retenter à nouveau, ou alors contre du sang un petit peu neuf, chez les middleweight, ça pourrait être intéressant. Et Francis, je pense que quand il revient, ça va être un truc de malade, parce que quand il revient, il y aura John Jones contre Stipe Miocic qui sera passé, il y aura aussi, tu vois, que ce soit toute cette nouvelle garde, bah, ils se seront tous un petit peu entretués, donc soit le survivant de la nouvelle garde, que ce soit Cyril Gane, Tai Tuivasa, Curtis Blades et Thomas Spinal, il en restera un, et puis dans la guerre qu'il y a entre les deux vieux briscards qui sont John Jones et Stipe Miocic, il y en aura un aussi. Donc ce sera soit un de ces mecs de la nouvelle garde qui arrive et où les gens, nous on sera un petit peu habitués, ce sera soit une revanche contre Cyril, donc on se dira putain c'était chaud machin, ou soit avec un mec différent, ou soit la trilogie contre Stipe, ou le gros combat contre John Jones. Je pense que ça ira plutôt du côté de John Jones, et ça aussi à mon avis, si Francis venait à battre John Jones, ou si John Jones bat Francis, forcément après tu vois il sera élevé à un rang qui fait que je pense que les gens vont se dire, bah quoi qu'il arrive, que ce soit Francis contre le prochain contender ou John Jones contre le prochain contender, je vais avoir envie de voir ça. Donc pour moi tu vois là c'est un peu l'UFC, ils sont dans une situation où ils disent bon, on est obligé là de subir un petit peu tout ça, mais une fois que ça va être passé, ça va être intéressant. Et dernier point et pas des moindres, je pense que le Charles Oliveira Islam Makhachev, je pense que ça peut être intéressant aussi pour l'UFC, tu vois. Si c'est bien vendu, effectivement, il y a moyen. Compte tenu là du résultat de ce pay-per-view là particulièrement, parce que c'est une très bonne surprise que ce soit le meilleur pay-per-view de l'année, et effectivement, ça veut dire quelque chose par rapport à Charles Oliveira, quoi, parce que je pense pas que ce soit le fait qu'il y ait Gaethje en face qui ait fait que ça vende particulièrement beaucoup. Je pense que c'est peut-être l'enjeu en lui-même, le fait que et ça se trouve il y a eu peut-être que le drama de la pesée a joué aussi sur le fait que ça a médiatisé peut-être un peu plus. Et je dis pas que c'est ce qui a fait 300 000 ventes de pay-per-view plus, mais il y a eu Non, tout un vrai. événement qui a fait qu'il y a eu du drama en plus du seul combat en lui-même. Mais ouais, non, c'est vrai que ce sera intéressant de voir quelles sont les futures performances. Et puis c'est vrai que parce que j'étais quand même en train de me demander ce qui fait que Masvidal, par exemple, bon, il est américain, il est spectaculaire quand il combat, il fait du trash talk à chaque fois. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Il y a peut-être le fait que, tu sais, Conor fait partie de ces gars qui, depuis littéralement le début de leur carrière, ils ont fait des trucs tellement de fous que les gens, et moi, je crois, hein, dans moi le premier, tu vois, le KO en 13 secondes contre José Aldo, le fait de changer d'adversaire la dernière semaine et de gagner le titre contre Chad Mendes, c'est un peu, on en parle souvent, mais c'est comme les BJ Penn ou les gars comme ça, c'est des gars, ils ont fait tellement des trucs de fous dans leur début de carrière, prodigieux, mais vraiment prodigieux, tu vois, même le combat contre Alvarez de Conor, etc., que à jamais ensuite, ils ont ce pouvoir d'attraction et de fascination, même du point de vue sportif, avant même de parler de son charisme, etc. Ce que n'a peut-être pas Jorge Masvidal, parce que on le connaît aussi depuis peu, il a eu succès en pay-per-view, mais avant ça, Jorge Masvidal, c'était un gars qui il perdait, il gagnait, il perdait, split décision contre des gars qui n'étaient pas forcément les plus hauts en termes de ranking, etc. Donc, il a peut-être pas en fait ce côté fascinant à jamais qu'ont les gars qui ont écrit l'histoire sportivement avant, et c'est ce qui fait que du coup, quand il y a plus les titres ou quand il y a plus des résultats, du coup en fait son stonks il descend beaucoup. Pour Adesanya, on l'a dit, du coup il y a le côté il est pas américain, mais même au-delà de ça, il entre dans cette partie de sa carrière où il est peut-être un petit peu moins spectaculaire, et les adversaires ne sont pas des gars qui vont aussi le pousser dans ses derniers retranchements. Et puis le dernier, c'était Colby Covington. Ils vendent pas forcément beaucoup non plus. C'était qui le dernier? Et Cyril contre Francis. Effectivement, ce sont pas encore des superstars. On pourrait se dire que c'est étonnant pour Francis, mais en fait, pas nécessairement, parce que il est
je pense pas qu'il soit spécialement poussé par l'UFC parce que aussi, on le sait tous, Francis, c'est quelqu'un qui est très très vocal par rapport à la situation des combattants, la paye. C'est quelqu'un qui rentre au clash contre l'UFC très très souvent, Francis. Et du coup, il n'y a pas ce côté, c'est pas trash talk, mais même s'il est ultra charismatique, Francis, il n'a pas ce côté, il n'utilise pas les plateformes médiatiques pour vendre vraiment ses combats en fait. Même le combat contre Cyril, je me souviens qu'on en avait parlé. Francis était le premier à dire ouais non mais bon ouais ça va le faire. Enfin, il est pas très, il est bon mais ouais vite fait. Tu vois, il a même pas vendu le combat en réalité quoi. Il a plus l'air de Francis en tout cas lorsqu'il a le micro de se préoccuper des choses qui sont extra sportives que du sport en lui-même, ce qui fait que ça doit pas l'aider à beaucoup vendre. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que tu vois tous les autres qu'on a cités, que ce soit les GSP, les Brock Lesnar, ils avaient toutes ces choses-là. Pour Ronda Rousey, il y avait aussi le côté, c'était la première femme et elle explosait tout le monde, en plus qu'avec des clés de bras. Et quand c'était pas des clés de bras, c'était des KO en 10 secondes, je sais pas trop quoi. Donc c'est vraiment intéressant pour le futur parce que avoir ces métriques-là, ça va nous permettre probablement, dès qu'il y aura une future star, de voir quelle case elle coche et probablement de pouvoir prédire ce qu'elle va donner en pay-per-view. Et c'est pour ça que et ce sera une superstar pour l'UFC ou ça, et je finirai là-dessus, mais c'est pour ça que Khamzat, on peut vraiment avoir des espoirs, c'est que là, on vient de parler du fait qu'il fallait avoir réalisé des choses extraordinaires sportivement pour avoir ce côté magique qui ne s'en va jamais ensuite. Il est en train de le réaliser ça, parce que il a pas eu le titre, mais il a eu les 4 victoires monstrueuses sans prendre un seul coup. Là, il vient de prendre le numéro 2 mondial. Il fait des choses hallucinantes qu'on n'avait encore jamais vues jusque-là. Et quoi qu'il arrive, ça va rester. Ça restera à jamais. Il est toujours invaincu. Et il y a donc une espèce de, c'est pas une aura, mais il y a une magie qui s'est créée avec Khamzat qui va lui permettre probablement de vendre maintenant, quoi qu'il arrive. Il est très charismatique. Ouais, t'allais dire quoi ? Ce qui est possible, c'est que l'UFC aussi, on soit dans une année tout simplement de transition où ils placent leurs différents pions pour la fin d'année 2022, début 2023, où si ça se trouve, ils vont tout exploser. Parce que là, mine de rien, comme tu l'as dit pour Khamzat, c'est ça. Hein. Ils auraient très bien pu le précipiter, dire directement de mes contre Kamaru Usman, mais ça va être une situation où s'il perd directement, tout s'arrête. Alors que là, ils ont l'air d'être dans un truc où, ok, on le met contre Gilbert Burns, s'il passe Gilbert Burns, on va le mettre contre Colby Covington sur ABC, et donc pas en pay-per-view, pour qu'ensuite, le pay-per-view contre Kamaru Usman pète tout. Donc c'est peut-être aussi un truc comme ça où ils se disent, c'est une année de transition parce que la fin du contrat, je crois, avec ESPN, je crois que c'est 2025 ou quelque chose comme ça, ou 2025 ou 2024, et qu'en gros, ils soient dans une situation où ils pètent tout la dernière année, et comme ça, ESPN, ils sont en mode, bon, allez. On est bien avec eux. Ouais. Non, c'est clair. Et c'est pour ça que, du coup, Khamzat, effectivement, peut-être qu'il mise beaucoup sur lui et qu'il ne le précipite pas aussi rapidement qu'ils auraient pu. Donc, non, c'est vraiment intéressant. Mais sinon, pour les stars à venir, toi, t'en vois un de jeune pour l'instant qui pourrait remplir ces critères-là, à part Khamzat ? Personne. Vraiment, là, aujourd'hui, je vois absolument personne à l'UFC. Instant T, là, où je me dis ça va devenir une superstar. Islam Makhachev, j'y crois vraiment pas parce que il y aura pas toujours pas assez charismatique et ombre de Khabib Nurmagomedov, tu vois, tu peux pas ça va toujours rester le petit Khabib Nurmagomedov et forcément tu vois, et le petit Khabib Nurmagomedov d'un mec qui était actif en même temps que lui sur le début de sa carrière, donc forcément c'est compliqué. Mais sinon, non, dans le futur, là tout de suite, maintenant Thomas Spinal, j'y crois pas non plus, parce que du fait de sa personnalité, tu vois, je pense que ça peut devenir quelqu'un à la manière de Georges Saint-Pierre, qui sera une vraie superstar au Royaume-Uni, mais aux États-Unis, j'ai vraiment pas mal de doutes, parce que y a pas trop cette volonté-là de son côté, tu vois, de vouloir se mettre en avant. Paddy Pimblett, on en avait déjà parlé avec Rusty, où en gros, lui, il a tout sauf le côté pour moi sportif, qui fait que très rapidement, quand l'UFC ils vont vouloir le mettre face à quelqu'un, ça va avoir ses limites. Sean O'Malley, ça fait un moment que je n'y crois plus. Et je pense que Sean O'Malley, c'est le Paddy Pimblett, tu vois. On le met sur les grosses cartes, c'est ce qui va se passer. Là, il revient en juillet, tu le mets à Las Vegas, tu sais qu'il va remplir la salle, tu sais qu'il va vendre un petit peu d'extra pay-per-view, mais je pense qu'il arrivera jamais au statut champion. Et voilà. Non, là pour l'instant, je pense que l'UFC cherche toujours la prochaine superstar. Et quand on dit superstar, le mec où tu sais que quand il combat, il est à 700 000, 800 000 PPV. Ouais. Affaire à suivre. N'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs en commentaire si vous voyez quelqu'un qui peut être potentiellement la prochaine superstar de l'UFC.
Big Rusty, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out My Sweet Pea. My Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur. Allez, à très vite, monsieur. Allez. Damn.